Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette deuxième édition du quiz du paranormal. La première édition vous avait vraiment plu, donc on passe à la deuxième, mais cette fois-ci avec 20 questions. On y va tout de suite. Allez, pour cette question 1, on commence. Quel est le nom donné à une manifestation paranormale impliquant le déplacement d'objets sans intervention physique apparente? Est-ce que c'est la télépathie, la psychokinèse, la clairsentence ou la transcommunication? Et oui, donc apparemment c'est la psychokinèse. En fait, la psychokinèse ou la télékinésie est la capacité supposée de déplacer des objets par l'esprit. Ce phénomène est étudié en parapsychologie mais reste non prouvé scientifiquement. D'ailleurs, à ce propos, on a une Russe, Nina Kulagina, qui aurait démontré ce pouvoir sous contrôle en URSS. D'ailleurs, les sceptiques expliquent ce phénomène par des illusions ou des biais cognitifs. La psychokinèse est populaire en fait dans la fiction, comme Carrie de Stephen King. Par contre, aucun test scientifique rigoureux n'a été validé à ce jour. En tout cas, elle reste un sujet de débat entre passionnés du paranormal et scientifiques. Voilà, donc c'est quand même une question très intéressante, et on passe bien évidemment à la deuxième. Donc selon vous, comment appelle-t-on le phénomène où une personne entend des voix ou des sons qui ne semblent pas avoir des origines physiques? Est-ce que c'est la clairvoyance, la clairsentience, le poltergeist ou la clairaudience? Et oui, c'est la clairsentience. En fait, la clairsentience est une perception auditive extrasensorielle, souvent associée à la clairaudience. Elle est la faculté d'entendre des sons, des voix ou des messages d'origine spirituelle. Certains médiums l'utilisent pour communiquer avec les esprits, mais elle peut aussi se manifester sous forme de murmures, des mots distincts ou des bruits inexpliqués. On passe à la troisième. Dans la doctrine ésotérique de la théosophie, quel est le nom du plan intermédiaire où les âmes errent avant leur réincarnation ou leur élévation spirituelle? Est-ce que c'est le Tartare, l'éther astral, le Kamaloka ou le Nirvana? Bon, je vous avoue, j'en ai fait une dure, parce que même moi, j'aurais même pas su répondre. Mais je vous laisse deviner. Et oui, c'est le Kamaloka, apparemment. Donc le Kamaloka, je ne sais pas vraiment si je le prononce bien, est un concept issu de la théosophie et des traditions ésotériques orientales, notamment le bouddhisme ou l'hindouisme. Il désigne en fait un plan intermédiaire dans lequel les âmes errent après la mort, avant de poursuivre leur chemin vers un état supérieur d'existence. Bon, je connaissais pas trop, mais bon, elle était dure, je peux pas vous donner que des réponses faciles. On passe à la suivante. Donc selon vous, quel objet est souvent utilisé pour communiquer avec les esprits lors des séances de spiritisme? Est-ce que c'est le pendule? Est-ce que c'est un cristal? Est-ce que c'est une planche de Ouija? Ou est-ce que c'est une boule de cristal? C'est pas pareil.
bien sûr, une planche de Ouija. Bon, celle-là, elle était facile, je pense. Donc oui, la planche de Ouija trouve son origine dans les années 1890. En réalité, à la base, c'était un simple jeu de société, tout simplement. Elle fut ensuite commercialisée par la compagnie Parker Brothers et popularisée comme un outil permettant de communiquer avec les esprits. Bon, en tout cas, ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui. On a vu certaines conséquences qui, parfois, sont un petit peu catastrophiques. J'ai pas très envie de l'utiliser, je l'ai fait une fois. Mais on verra. Peut-être un jour, je recommencerai, on verra. On passe à la suivante. Quelle créature mythique est censée aspirer l'énergie vitale des humains pendant leur sommeil? Est-ce que c'est un incube-succube, un poltergeist, il revient souvent celui-là, un wendigo, je sais pas comment on dit, ou un banshee? Et oui, bien sûr, c'est un incube-succube, ou plutôt des incubes-succubes. En fait, tout simplement, un incube est un démon masculin qui, selon les légendes, visite les femmes pendant leur sommeil pour les tourmenter ou avoir des relations avec elles. Et par contre, le succube est son équivalent féminin, séduisant les hommes dans les rêves et drainant en fait leur énergie vitale. En fait, ces créatures sont présentes dans de nombreuses mythologies et sont souvent associées aux cauchemars ou au phénomène de paralysie du sommeil. D'ailleurs, je vous invite à faire la vidéo sur la paralysie du sommeil que j'avais faite, j'en parle à ce moment-là. On passe à la suivante. Quel démon est souvent associé à la planche Ouija et aux possessions démoniaques? Est-ce que c'est Asmodée? Est-ce que c'est Lilith? Est-ce que c'est Belzébuth? Ou Pazuzu? Eh oui, c'est Pazuzu. En fait, Pazuzu est un démon sumérien et assyrien de la Mésopotamie antique. En fait, il est vénéré entre le 1er et le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il est souvent représenté avec un corps humanoïde, une tête monstrueuse et des ailes et des griffes. Dans les croyances anciennes, il était redouté comme le roi des vents maléfiques, apportant maladie et sécheresse. Et paradoxalement, il était aussi invoqué pour repousser d'autres esprits maléfiques, notamment la démone Lamastou, qui s'attaquait aux femmes enceintes et aux nourrissons. Alors je pense d'ailleurs que vous le connaissez, Pazuzu est devenu célèbre dans la culture moderne grâce au film L'Exorciste, ce film de 73, où il possède la jeune Regan. Je pense que tout le monde a vu le film L'Exorciste, mais si c'est pas le cas, je vous invite à aller le voir, c'est vraiment un culte. Et c'est un film pionnier dans les films d'horreur quand même. Allez, on passe à la suivante. Dans le folklore japonais, quelle femme fantôme masquée demande aux passants si elle est belle avant de les attaquer? Est-ce que c'est Okiku, Aiwa, Kashusake Onna ou Yuki Onna? Oui, bon, je vous avoue qu'elle n'était pas évidente celle-là, donc c'est la réponse C. Je le prononce pas parce que j'ai un peu de mal. Donc pour notre bonne réponse, donc c'est une femme à la bouche fendue. En fait, c'est une terrifiante légende urbaine japonaise. Elle apparaît la nuit, portant un masque chirurgical. Elle demande aux passants « Suis-je belle ?» Donc si la réponse est non, elle attaque immédiatement. Si la réponse est oui, elle enlève son masque, révélant une bouche déchirée jusqu'aux oreilles, et pose la même question. Une mauvaise réponse entraîne une mort violente. C'est terrifiant, les folklores japonais. Vraiment, ils ont des histoires assez incroyables.
on passe à la suivante. Quelle est la prison américaine réputée hantée, située sur une île près de San Francisco? Est-ce que c'est Alcatraz? Est-ce que c'est la prison de Pentridge? Est-ce que c'est la Bastille? Ou est-ce que c'est la prison CZ? Et oui, pour ceux qui connaissent, forcément c'est l'Alcatraz. Donc l'ancienne prison d'Alcatraz est située sur une île près donc, de San Francisco, comme on l'a dit. Elle a accueilli des criminels légendaires comme Al Capone, connu pour ses conditions dures et ses tentatives d'évasion spectaculaires. Elle est aussi réputée hantée. Des gardiens et visiteurs apportent des bruits de pas inexpliqués, des cris fantomatiques, des apparitions dans des cellules abandonnées, notamment dans le bloc D, où des prisonniers auraient perdu la raison. Intéressant, je ne sais pas si on peut la visiter, mais ça fait un peu loin, mais sinon, je la visiterai volontiers. On passe à la suivante. Quel château écossais est célèbre pour ses phénomènes paranormaux et son fantôme de la Dame Verte? Est-ce que c'est le château Craigmillar, le château d'Édimbourg, le château Lauriston ou le château Blackness? Et oui, c'est le château d'Édimbourg. En fait, la Dame Verte est l'un des fantômes les plus célèbres du château d'Édimbourg, en Écosse. Selon la légende, elle serait l'esprit d'une servante ou d'une noble assassinée dans le château. Des témoins affirment l'avoir vue errer dans les couloirs sombres, vêtue d'une robe verte, disparaissant dès qu'on l'approche. D'autres ressentent une présence glaciale ou entendent des murmures inexplicables. Alors c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir visiter le château d'Édimbourg lorsque je suis partie en Écosse, mais par contre j'ai ma copine Amy qui habite à Édimbourg, qui est guide du paranormal, et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à la contacter, elle se fera un plaisir de pouvoir vous faire une super visite et surtout de vous faire visiter ce lieu qui est juste incroyable, et vous allez voir, elle est comme ça. Franchement, n'hésitez pas à la contacter. Allez, on passe à la suivante. Dans quel pays trouve-t-on la forêt de Oya Bachu, réputée comme l'un des lieux les plus hantés du monde? Est-ce que c'est en Éthiopie, en Serbie, en Croatie ou en Roumanie? Oui, c'est en Roumanie. Surnommée le triangle des Bermudes de Transylvanie, la forêt de Oya Bachu est célèbre pour ses phénomènes paranormaux et ses arbres aux formes tordues. Des visiteurs rapportent des apparitions fantomatiques, des lumières étranges, des voix murmurantes et même des cas de disparition inexpliquées. Certains parlent aussi d'observation d'ovnis renforçant son aura mystérieuse. D'ailleurs, je vous conseille les vidéos de Projet 51 et de Indiana Fraise qui ont été visiter cette forêt pendant une nuit, ils ont dormi sur place et ça promet de belles surprises, je vous mets le lien. Allez, on passe à la suivante. Quel phénomène étrange peut donner l'illusion qu'un être cher décédé vient dire au revoir peu après sa mort? Est-ce que c'est l'apparition post-mortem, l'apparition partielle, l'apparition communicante ou l'apparition antémortem?
c'est l'apparition post-mortem. En fait, une apparition post-mortem est la manifestation d'un défunt peu après sa mort, souvent pour transmettre un message ou faire ses adieux. Ces visions peuvent être visuelles, auditives ou même sous forme de sensations physiques. Donc ça rejoint un peu les enquêtes que je fais finalement. Donc une apparition post-mortem, je ne savais même pas moi, donc on en apprend tous les jours. Allez, on passe à la suivante. Quel est le terme utilisé pour décrire des lumières inexpliquées sortant des tombes? Est-ce que c'est les feux mollets, les feux follets, les feux soleils ou les feux tollets? Et oui, donc forcément, elle n'était pas difficile, celle-là, j'espère pour vous. En tout cas, c'est les feux follets. Donc, qu'est-ce qu'un feu follet? En fait, ce sont de petites lumières mystérieuses qui apparaissent la nuit, souvent près des marais, des cimetières ou des forêts. Ils sont décrits comme des flammes bleutées flottant au-dessus du sol avant de disparaître soudainement. Dans le folklore, elles sont considérées comme des âmes errantes, des esprits malicieux ou des guides trompeurs menant les voyageurs à leur perte. Les scientifiques expliquent ce phénomène par des gaz inflammables issus de la décomposition organique. Mais leurs apparitions soudaines et leur comportement étrange alimentent toujours le mystère. Allez, on passe à la suivante. Quel phénomène mystérieux est associé aux combustions humaines spontanées? Est-ce que c'est les cas de SHC, les cas de PHC, les cas de PHC ou les cas de CHC? Et oui, c'est les cas de SHC. Bon, je pense pas que vous l'aviez, celle-là. En tout cas, je vous donne la définition. En fait, le SHC, donc en anglais Spontaneous Human Combustion, donc la combustion humaine spontanée, est un phénomène supposé où une personne prendrait feu sans source externe apparente. Les corps sont retrouvés calcinés, parfois sans endommager l'environnement immédiat. Aucune preuve scientifique n'a confirmé ce phénomène, et les experts expliquent ces cas par des causes naturelles comme l'effet de la mèche, les vêtements absorbant la graisse corporelle et brûlant lentement. Bon, c'est vraiment pas rassurant, ça doit être très étonnant à voir. On n'en a jamais filmé, je crois. Intéressant et très flippant. On passe à la suivante. Comment appelle-t-on un esprit protecteur censé veiller sur une personne ou un lieu? Est-ce que c'est un guide spirituel? Un guide visuel? Un guide intellectuel? Ou un guide éternel? Et oui, forcément, c'est un guide spirituel. Bon, j'espère que vous l'aviez également, celle-là. En fait, les guides spirituels sont des entités invisibles, censées accompagner et protéger chaque individu tout au long de sa vie. Certains pensent qu'il s'agit d'âmes éclairées, d'ancêtres ou même d'êtres surnaturels envoyés pour guider les vivants. Donc ça rejoint un peu les êtres hiérarchiquement plus élevés sur les questions que je pose en enquête. Donc ça se rejoint beaucoup. Donc très intéressant. Allez, on passe à la suivante. Dans la culture chinoise, comment appelle-t-on le mois durant lequel les esprits reviennent hanter les vivants? Est-ce que c'est le mois des fantômes affamés, le mois des âmes perdues, le mois des âmes attendues ou le mois des fantômes oubliés?
Ah, il y avait un piège. Donc oui, c'est le mois des fantômes affamés, apparemment. En fait, le mois des fantômes affamés est une tradition chinoise durant laquelle les esprits errants reviennent sur Terre. Il a lieu chaque année au 7e mois lunaire, avec un pic le 15e jour. Selon la croyance, ces âmes affamées sont des esprits oubliés ou malveillants qui cherchent à se nourrir d'offrandes. Les familles brûlent de l'encens, laissent de la nourriture et évitent de sortir tard la nuit. Des phénomènes étranges sont souvent rapportés pendant cette période, renforçant le mystère qui l'entoure. Très intéressant. Allez, suivante. Quelle créature légendaire est souvent associée aux enlèvements extraterrestres? Est-ce que c'est les petits violets, les petits gris, les petits bleus ou les petits verts? Oui, c'est les petits gris. En fait, les petits gris, apparemment, sont les extraterrestres les plus célèbres du folklore ufologique. Ils sont décrits comme des êtres humanoïdes à la peau grise avec une grande tête et des grands yeux noirs. Ils seraient responsables de nombreux cas d'enlèvement extraterrestre. Des témoins affirment qu'ils pratiquent des expériences médicales sur les humains et communiquent par télépathie. Leur origine reste mystérieuse, visiteurs d'un autre monde, voyageurs temporels ou simple mythe moderne, on ne sait pas encore. On passe à la suivante. Selon vous, quel pays est à l'origine de la légende du Skinwalker, une créature capable de changer d'apparence? Est-ce que c'est l'Australie, l'Écosse, l'Angleterre ou les États-Unis? Et oui, c'est les États-Unis. En fait, le Skinwalker est une créature terrifiante du folklore navarro, un sorcier maléfique capable de se transformer en animal ou d'imiter des voix humaines pour piéger ses victimes. En fait, les témoignages parlent de figures sombres, courant à une vitesse surnaturelle, de cris inhumains dans la nuit et d'ombres rôdant près des habitations. Le Skinwalker Ranch, dans l'Utah, est l'un des lieux les plus célèbres liés à ces créatures, avec des rapports d'observation paranormale et d'étranges phénomènes inexpliqués. Il y en a beaucoup, des légendes urbaines, mais celle-là est vraiment intéressante. Allez, next! Quelle légende urbaine japonaise parle d'un tunnel hanté où ceux qui entrent seuls disparaissent mystérieusement? Est-ce que c'est le tunnel de Yamate, le tunnel de Kiyotaki, le tunnel de Seikan ou le tunnel de Kanmon? Kanmon? Et oui, moi non plus, j'aurais pas deviné. Donc c'est le tunnel de Kiyotaki. Le tunnel de Kiyotaki est un endroit où les visiteurs rapportent des apparitions ou des changements inexpliqués dans la longueur du tunnel. En fait, il est réputé pour être l'un des plus hantés du Japon. Il a été construit en 1927 avec le travail forcé d'ouvriers maltraités. Il serait le théâtre d'apparitions spectrales, de voix étranges et d'apparitions inexpliquées. La légende affirme que sa longueur change mystérieusement selon la mesure et qu'un miroir à l'intérieur peut montrer un reflet maudit, condamnant ceux qui le voient à une mort imminente. Très intéressant. Allez,
on regarde la suivante. Quel nom permet de dire qu'on retrouve des objets déplacés sans explication logique? Est-ce que c'est l'attente, l'export, l'apport ou la hantise? Et oui, c'est la hantise. En fait, une hantise désigne la présence supposée d'un esprit ou d'une énergie résiduelle dans un lieu. Elle peut se manifester par des bruits étranges, des objets qui bougent, des ombres ou des sensations inexpliquées. Certaines hantises sont dites résiduelles, donc c'est des empreintes du passé qui se répètent, et d'autres intelligentes, où ce sont des esprits capables d'interagir avec les vivants. Ce mystère qui entoure ces phénomènes fascine autant qu'il divise entre croyances paranormales et explications scientifiques. C'est souvent le cas pour certains défunts qui sont décédés depuis peu de temps pour manifester leur présence, tout simplement. Et puis pour plein d'autres choses, il y a plein d'autres façons, mais c'est une des raisons, effectivement. Allez, on passe à la suivante. Quelle momie égyptienne est réputée pour porter une terrible malédiction? Est-ce que c'est Toutankhamon, Ramsès II, Séti Ier ou Hatshepsut? Oui, c'est Toutankhamon, bien sûr. En fait, la malédiction de Toutankhamon est une légende selon laquelle ceux qui ont ouvert son tombeau en 1922 auraient subi de mystérieuses morts. Elle a été popularisée après le décès de Lord Carnarvon. En fait, c'était un mécène de l'expédition, à peine quelques mois après sa découverte. Les scientifiques expliquent ces morts simplement par des infections ou des bactéries anciennes présentes tout simplement dans le tombeau. Mais pour certains, c'est la malédiction qui demeure un mystère. Et voilà, les mystères de l'Égypte n'ont pas fini de nous fasciner. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu plus long cette fois-ci. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à commenter et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouverai donc pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.